Lors de la réception de Noël, mon fils, devenu millionnaire, m'a enlacé et m'a glissé à l'oreille. « Alors, maman, tu profites bien des 4 000 € par mois ?» Je suis devenue blême et j'ai répondu « Mon chéri, j'ai 2 emplois pour m'en sortir. » C'est à ce moment précis que ma belle-fille, si avide, s'est étouffée avec son petit four. Je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon récit jusqu'au bout et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous m'écoutez, pour que je voie jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Hélène, et à 65 ans, je croyais avoir connu toutes les peines que la vie pouvait infliger. Quelle erreur! Rien ne m'avait préparé à ce qui s'est produit à la fête de Noël de mon fils en décembre dernier, quand mon univers tout entier s'est effondré en une seule phrase. La soirée était tout ce que j'attendais d'Antoine et de sa femme, Élise. Extravagante, froide et conçue pour impressionner des gens que je n'avais jamais vus. Leur maison de Neuilly-sur-Seine semblait sortie d'un magazine, tout en comptoir de marbre et lustre en cristal. Je me tenais dans un coin de leur immense salon, vêtue de ma plus belle robe, une pièce bleu marine achetée en solde il y a 3 ans, me sentant totalement déplacée parmi les robes de créateurs et les costumes hors de prix. Mes pieds me faisaient un mal de chien. Je venais de terminer un service de 8 heures au supermarché où je travaille comme caissière. Et avant ça, j'avais passé la matinée à nettoyer des bureaux au centre-ville. À mon âge, cumuler 2 emplois n'était pas chose aisée, mais c'était la seule façon de joindre les 2 bouts. Ma petite retraite couvrait à peine mon loyer, sans parler de la nourriture et des médicaments. Antoine était à l'autre bout de la pièce, l'image parfaite du PDG de start-up à succès qu'il était devenu. Grand, confiant, dans un costume qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 mois. Il riait, avec des partenaires commerciaux, un verre de cognac de grande marque à la main. Ma poitrine se gonflait de fierté malgré tout. Il avait travaillé si dur pour en arriver là, et j'avais tout sacrifié pour qu'il puisse y parvenir. Élise flottait entre les groupes d'invités comme si le monde lui appartenait. Elle avait toujours été belle, blonde, parfaitement apprêtée, avec cette assurance que procure le fait de n'avoir jamais eu à se soucier de l'argent. Mais il y avait quelque chose de glacial dans ses yeux verts chaque fois qu'elle me regardait, quelque chose qui me faisait me sentir petite et indésirable. J'allais prendre un petit sandwich sur la table des amuse-bouches quand Antoine s'est approché de moi. Il avait bu quelques verres. Je le voyais à la légère rougeur de ses joues et à sa démarche un peu trop assurée. « Maman », dit-il en passant son bras autour de mes épaules, dans un geste qui se voulait affectueux, mais qui semblait calculé. « Tu es magnifique, vraiment magnifique. »« Merci, mon chéri. » ai-je répondu, essayant d'ignorer à quel point son sourire paraissait forcé. « C'est une fête charmante. Toi et Élise, vous êtes surpassés. » Il a hoché la tête, mais son regard avait cette expression distante à laquelle je m'étais habituée au fil des ans, comme s'il jouait le rôle du bon fils, plutôt que de l'être vraiment. « Je suis content que tu sois là, » a-t-il poursuivi. Et puis sa voix a pris un ton que je ne lui avais jamais entendu. Désinvolte, presque moqueur. « Alors, tu profites bien de ces 4 000 € par mois, maman? Tu te la coules douce? » J'espère. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes genoux ont failli flancher. 4 000 €? De quoi parlait-il? Antoine, ai-je murmuré, ma voix à peine audible au-dessus du brouhaha de la fête. Quoi? 4 000 €? L'expression d'Antoine est passée de la confiance désinvolte à la confusion. L'argent que je t'envoie chaque mois. Les 4 000 que je vire sur ton compte depuis 3 ans. Je me suis agrippée à son bras, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Antoine, j'ai 2 emplois. Je nettoie des bureaux à 6 heures du matin et je travaille au supermarché jusqu'à 20 heures. Je n'ai reçu aucun argent de ta part. Les rires autour de nous semblaient devenir plus forts, plus oppressants. Le visage d'Antoine est devenu livide. C'est impossible. J'ai mis en place des virements automatiques. Élise m'a aidé à tout organiser. Elle m'a dit que tu étais probablement trop fière pour en parler, mais que tu avais besoin d'aide.
À la mention de son nom, nous nous sommes tous les deux tournés pour regarder Élise. Elle se tenait près du sapin de Noël, une crevette à mi-chemin de sa bouche. Mais elle ne mangeait pas. Elle nous fixait avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir un fantôme. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. Et à cet instant, j'ai vu la vérité. La culpabilité, la panique, le calcul désespéré sur son visage m'ont tout dit. La couleur a déserté son teint, soigneusement maquillé. Et puis elle a commencé à s'étouffer. Pas à cause de la crevette. Elle s'étouffait sous le poids de la prise de conscience que son secret était révélé. Le fruit de mer est tombé de sa main alors qu'elle se prenait la gorge, émettant des sons de suffocation horribles. Mais je voyais bien que ce n'était pas la nourriture qui la mettait dans cet état. C'était la peur pure et simple. Antoine s'est précipité à ses côtés, lui tapotant le dos, lui demandant si elle allait bien. Mais les yeux d'Élise n'ont jamais quitté les miens. J'y ai vu 3 ans de mensonges, 3 ans d'argent volé, 3 ans à me regarder lutter pendant qu'elle vivait dans le luxe, financée par ce qui aurait dû être mon soutien. La pièce me semblait tourner. Les invités commençaient à remarquer l'agitation. Quelqu'un a demandé s'il fallait appeler un médecin. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le loyer que j'avais manqué le mois dernier. L'ordonnance que je n'avais pas pu payer. Les nuits où je m'étais couchée, le ventre vide, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le loyer et la nourriture. L'argent! Ai-je chuchoté à Antoine alors qu'il continuait d'essayer d'aider sa femme qui s'étouffait. « Où as-tu envoyé l'argent ?» Il a levé les yeux vers moi, son visage un mélange de confusion et d'effroi grandissant. « Sur ton compte, celui qu'Élise a ouvert pour toi. Elle a dit que ce serait plus simple à gérer comme ça, que tu vieillissais et que tu pourrais avoir du mal à suivre tes finances. » Élise avait cessé de s'étouffer, mais elle haletait encore, me fixant toujours avec ses yeux terrifiés. Elle savait que je savais, et elle savait que son petit monde parfait était sur le point de s'écrouler. J'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Pas encore de la colère, juste une terrible et limpide compréhension de la trahison totale que j'avais subie de la part des 2 personnes qui auraient dû le plus me protéger. La fête continuait autour de nous, mais tout avait changé. Les rires sonnaient creux, les lumières semblaient plus faibles. Et j'ai réalisé que cette belle maison, ce style de vie somptueux, cette parfaite célébration de Noël, tout cela avait été construit, au moins en partie, avec l'argent qui était destiné à m'empêcher de m'épuiser au travail à 65 ans. Élise a finalement repris son souffle, rajustant sa robe coûteuse et essayant de se ressaisir. Mais ses mains tremblaient, et quand elle m'a regardée à nouveau, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. Elle était terrifiée par moi. Et pour la première fois en 3 ans de lutte et de sacrifice, j'ai ressenti autre chose que l'épuisement et la résignation. J'ai ressenti du pouvoir. Debout dans ce salon opulent, observant le visage de ma belle-fille rougir de culpabilité et de panique, mon esprit a dérivé vers une époque où Antoine n'avait plus besoin de moi que de toute autre chose au monde. C'est presque cruel, la façon dont les souvenirs fonctionnent. Dans vos moments les plus sombres, ils vous rappellent tout ce que vous avez perdu. J'avais 32 ans quand mon mari, Pierre, est mort. Une crise cardiaque à 35 ans. Aucun avertissement, pas le temps de se préparer. 1 minute, il riait des blagues idiotes d'Antoine, âgé de 5 ans, au petit déjeuner. La minute suivante, il n'était plus là, me laissant avec un enfant en maternelle et une montagne de dettes médicales que l'assurance couvrait à peine. Ces premiers mois après la mort de Pierre ont été les plus durs de ma vie. Antoine se réveillait chaque nuit en pleurant son papa, et je le serrais dans mes bras dans notre petit appartement, tous deux en deuil, à notre manière. Je me souviens d'un soir en particulier où il m'a regardée avec ses grands yeux marrons, les mêmes qui me regardaient, maintenant, avec une telle distance, et m'a demandé quand papa rentrerait à la maison. « Papa ne rentrera pas, mon chéri ?» avais-je murmuré, mes propres larmes tombant sur sa petite tête. « Mais maman est là, maman sera toujours là. » Et je l'ai été. J'ai été là pour tout.
J'ai cumulé 3 emplois pour nous maintenir à flot. Je nettoyais des bureaux avant l'aube. Je travaillais dans un restaurant pendant la journée. Et je prenais des travaux de couture le soir, après qu'Antoine se soit couché. Mes doigts étaient constamment piqués et gonflés par les aiguilles. Mon dos me faisait mal à cause du nettoyage. Et je vivais avec peut-être 4 heures de sommeil par nuit. Mais Antoine n'a jamais su que nous luttions. Je m'en suis assurée. Quand il a voulu s'inscrire au club de foot, j'ai vendu mon alliance pour payer l'équipement et les frais. Quand il avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école, j'ai porté les 3 mêmes tenues pendant 2 ans pour qu'il puisse avoir ce que les autres enfants avaient. Quand il tombait malade, je faisais des services doubles pour payer les visites chez le médecin, parce que nous n'avions pas d'assurance maladie que je pouvais me permettre. Je me souviens de la nuit où Antoine est rentré de l'école, excité par une sortie scolaire au musée des sciences. Le coupon-réponse exigeait des frais de 20 €. J'ai regardé ce bout de papier et j'ai senti mon cœur se briser. J'avais 12 € sur mon compte et le loyer était dû dans 3 jours. Cette nuit-là, après qu'Antoine se soit endormi, j'ai marché 6 pâtés de maison jusqu'au prêteur sur gage et j'ai vendu le collier de ma mère, le seul bijou de famille qu'il me restait. Le prêteur sur gage m'a donné 30 € pour quelque chose qui en valait probablement 10 fois plus. Mais je n'ai pas discuté. Antoine est allé à cette sortie scolaire et il n'a jamais su ce que cela m'avait coûté. Les années lycée furent encore plus éprouvantes. Antoine était intelligent, vraiment brillant, mais il voulait suivre des options spécialisées qui exigeaient des manuels coûteux et des frais de laboratoire. Il voulait s'inscrire au club d'éloquence, à l'atelier d'informatique, aux olympiades académiques. Chacune de ces activités représentait de l'argent que je n'avais pas, des sacrifices supplémentaires que je consentais sans hésiter. J'ai contracté des prêts que je ne pouvais pas me permettre pour lui acheter un ordinateur décent quand il a montré un intérêt pour la programmation. J'ai travaillé les veilles de Noël et du Nouvel An chaque année pour les heures supplémentaires, afin qu'il puisse avoir la calculatrice dont il avait besoin pour les maths avancées, le kit de chimie qu'il voulait pour son anniversaire, les vêtements qui l'aideraient à s'intégrer avec des camarades dont les parents avaient tas de l'argent. Les années d'université ont failli me tuer. Antoine a été accepté dans une prestigieuse université avec une bourse partielle, mais je devais encore trouver 25 000 € par an pour le logement, la nourriture et les dépenses que la bourse ne couvrait pas. J'ai pris une 2e hypothèque sur notre petite maison, celle que j'avais finalement réussi à acheter après des années de location, et j'ai travaillé toutes les heures que je pouvais trouver. J'ai vieilli de 10 ans pendant ces 4 années. Mes cheveux sont devenus complètement gris. Mon arthrite s'est installée à cause de tout ce travail physique. Et j'ai développé de l'hypertension à cause du stress constant. Mais chaque fois qu'Antoine appelait à la maison pour me parler de ses notes, de ses stages, de ses projets d'avenir, tout cela me semblait en valoir la peine. Il a obtenu son diplôme avec mention très bien en informatique et a immédiatement trouvé un emploi dans une start-up technologique qui allait finalement faire de lui un millionnaire. J'étais si fière que j'ai pleuré lors de sa cérémonie de remise des diplômes. Pas seulement parce qu'il avait réussi, mais parce que toutes ces années de sacrifice avaient enfin payé. Mais quelque chose a changé après l'université. Antoine a déménagé à l'autre bout du pays pour son travail et nos appels téléphoniques sont devenus moins fréquents. Il était occupé, disait-il. Réunions importantes, grands projets, événements de réseautage. Je comprenais qu'il construisait sa carrière, exactement comme je l'avais toujours voulu pour lui. Puis, il a rencontré Élise. J'ai su dès le moment où je l'ai rencontrée qu'elle ne m'aimait pas. Ce n'était rien qu'elle ait dit directement. Élise était trop sophistiquée pour ça. C'était la façon dont elle regardait mes vêtements usés, mes mains calleuses, ma petite maison avec ses meubles démodés. Je pouvais la voir calculer ma valeur et me trouver insuffisante. Elle a commencé à décourager subtilement Antoine de me rendre visite. Soudain, chaque fois qu'il prévoyait de venir me voir, il y avait une urgence de travail ou une obligation sociale qu'Élise jugeait plus importante. Quand j'appelais, elle répondait au téléphone avec une politesse froide
qui indiquait clairement que je dérangeais quelque chose de plus important. « Antoine est en réunion », disait-elle. « Ou il est vraiment débordé de travail en ce moment, Hélène. Essayez peut-être d'appeler la semaine prochaine. » Progressivement, les appels ont cessé complètement. Des cartes d'anniversaire sont devenues l'étendue de notre communication. Antoine envoyait des cadeaux coûteux, des choses que je ne pouvais ni utiliser, ni me permettre d'entretenir, comme des foulards en soie ou des appareils électroniques que je ne comprenais pas. Mais il a cessé de me demander comment j'allais ou si j'avais besoin de quelque chose. Je me disais que c'était naturel. Les fils grandissent, passent à autre chose, fondent leur propre famille. J'avais fait mon travail en l'élevant, et maintenant, il vivait sa propre vie. La solitude faisait juste partie du lot d'une femme âgée dont l'enfant avait réussi. Mais debout dans leur manoir, regardant les lustres en cristal et les sols en marbre, calculant combien leurs meubles coûtaient par rapport à mon revenu mensuel, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine d'une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Toutes ces années de sacrifice, toutes ces nuits où j'avais eu faim pour qu'il puisse manger. Toutes les fois où je m'étais épuisée au travail pour qu'il ait des opportunités. Rien de tout cela ne lui avait appris la valeur de prendre soin de sa famille. Élise l'avait convaincu que j'étais en quelque sorte inférieure à eux, que mes difficultés étaient de ma propre faute, qu'aider était de la charité plutôt que de l'amour. Et pendant que je cumulais 2 emplois à 65 ans, nettoyant des toilettes et restant debout 14 heures par jour, il vivait dans le luxe, croyant que je recevais de l'argent que je n'ai jamais vu. Le pire, ce n'était pas la trahison. C'était la prise de conscience que le petit garçon que j'avais consolé pendant ses cauchemars, l'adolescent pour qui j'avais tout sacrifié, le jeune homme dont j'avais été si fière, était devenu quelqu'un qui pouvait m'oublier si complètement. Alors que je regardais Élise lutter pour retrouver son sang-froid, évitant toujours mon regard, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le chagrin et la confusion étaient toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus dur et de plus froid. Pour la première fois de ma vie, je ne pensais pas à ce qui était le mieux pour Antoine. Je pensais à ce qui était le mieux pour moi. Les jours qui ont suivi la fête de Noël se sont écoulés dans un flou de silence inconfortable et de conversations difficiles. Antoine avait insisté pour me ramener chez moi ce soir-là, son visage pâle, étiré, alors que nous étions assis dans sa voiture de luxe devant mon petit duplex. Il n'arrêtait pas de s'excuser, sa voix tremblant de confusion et de ce que j'espérais être un remords sincère. « Maman, je te jure que je n'en avais aucune idée », avait-il dit, serrant le volant si fort que ses jointures restaient blanches. J'ai envoyé cet argent religieusement. Chaque mois, 4 000 € virés sur le compte qu'Élise a ouvert. J'avais hoché la tête, trop épuisée et émotionnellement vidée pour dire grand-chose. « Je te crois, mon chéri, mais nous devons découvrir ce qui lui est arrivé. » 3 jours plus tard, Antoine a appelé et a demandé s'il pouvait passer. Sa voix était différente, plus dure, plus en colère que je ne l'avais entendu depuis des années. Quand il est arrivé à ma porte, il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis la fête. Ses cheveux, habituellement parfaits, étaient en désordre, ses vêtements froissés, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui me rappelait le petit garçon qui courait vers moi quand il était blessé. « Il faut qu'on parle », dit-il en s'installant sur mon canapé usé avec un épais dossier de papier. J'ai fait quelques recherches. Je nous ai versé du café dans mes tasses dépareillées, les seules qu'il me restait après avoir vendu la plupart de ma belle vaisselle l'année dernière pour payer une réparation de voiture. Antoine a étalé les papiers sur ma table basse, montrant des relevés bancaires et des ordres de virement avec un doigt tremblant. « Voilà », dit-il, la voix tendue par une fureur contenue. « C'est le compte sur lequel j'ai envoyé de l'argent pendant 3 ans. Regarde le nom dessus. » Je me suis penchée en avant, plissant les yeux pour lire les petits caractères. Le compte était bien à mon nom, Hélène Dubois. Mais il y avait quelque chose qui clochait avec l'adresse. Au lieu de mon duplex rue des Lilas, il y avait une adresse que je ne reconnaissais pas. Ce n'est pas mon adresse.
dis-je lentement. Je n'ai jamais vu ce compte de ma vie. La mâchoire d'Antoine se crispa. L'adresse appartient à une boîte postale en ville. Élise a intercepté tous les relevés. Elle m'a dit qu'elle t'aidait à gérer tes finances, parce que tu vieillissais et que tu pourrais avoir du mal à suivre les choses. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Elle disait que je devenais sénile. Pas avec ces mots, mais... Antoine passa ses mains dans ses cheveux. Mon Dieu, maman, je suis si stupide. Elle a fait comme si elle te protégeait. Elle a dit que tu étais fière et que tu pourrais être gênée d'avoir besoin d'aide. Alors, il valait mieux que je gère tout par son intermédiaire. Je fixais les relevés bancaires, regardant les chiffres se brouiller, alors que les larmes remplissaient mes yeux. Mois après mois, 4 000 € avaient été déposés sur ce faux compte. Mais les schémas de retrait racontaient une toute autre histoire. L'argent n'était pas économisé ou géré avec soin. Il était dépensé, souvent quelques jours après chaque dépôt. À quoi l'a-t-elle dépensé ? Ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûre de vouloir connaître la réponse. Antoine a sorti une autre liasse de papier, des relevés de cartes de crédit et des reçus qu'il avait apparemment rassemblés chez eux. Soins au spa, vêtements de marque, week-end entre filles dans les vignobles, cet abonnement de sport coûteux qu'il lui fallait absolument, le coach personnel, les manucures hebdomadaires, les virées shopping. Alors qu'il lisait la liste, un étrange détachement s'est emparé de moi. Pendant que je sautais des repas pour payer mes médicaments contre l'arthrite, Élise s'offrait des soins du visage, à 100 €. Pendant que je portais le même manteau d'hiver depuis 8 ans, elle achetait des sacs à main de créateurs. Pendant que je restais éveillée la nuit, à m'inquiéter de l'argent, elle vivait de la générosité de mon fils. Une générosité qui m'était destinée. « Il y a plus », dit Antoine doucement. Et quelque chose dans son ton me serra l'estomac. J'ai trouvé des emails, une correspondance entre Élise et sa sœur, ses amis. Elle s'en est vantée. Il me tendit des copies imprimées d'échanges d'emails, et en les lisant, je sentis quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans ma poitrine. « Tu devrais voir comme il est facile de gérer la culpabilité d'Antoine envers sa mère », disait un email. Je n'ai qu'à mentionner à quel point elle a du mal, et il veut immédiatement jeter de l'argent sur le problème. Bien sûr, je m'assure que l'argent va là où il est vraiment nécessaire, maintenir notre style de vie. Sa mère s'en sort très bien toute seule. Elle est plus coriace qu'il ne le pense. Un autre email était encore pire. La vieille croit vraiment qu'Antoine ne se soucie plus d'elle. C'est parfait. Elle est trop fière pour demander de l'aide directement. Et Antoine a l'impression de faire son devoir en envoyant de l'argent. Pendant ce temps, je profite des avantages sans avoir à supporter une belle-mère dans le besoin qui demande constamment de l'aide. Mais l'email qui m'a brisé le cœur était le plus récent, envoyé seulement 2 semaines avant la fête de Noël. Antoine n'arrête pas de parler d'inviter sa mère pour Noël. Je ne supporte pas l'idée de la voir dans ma maison, à tout juger, à culpabiliser Antoine pour notre succès. Il est peut-être temps de supprimer progressivement les virements. Elle s'en est sortie si longtemps sans eux. Elle n'a manifestement pas vraiment besoin d'aide. J'ai posé les papiers, avec des mains tremblantes. Antoine m'observait attentivement, son visage un mélange de rage, de culpabilité et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Maman, » dit-il doucement, « je suis tellement désolée. Je lui ai fait entièrement confiance. Je pensais prendre soin de toi. » J'ai regardé autour de mon petit salon, les meubles que j'avais achetés d'occasion il y a 20 ans, la moquette usée, les fenêtres qui avaient soit besoin d'être remplacées, mais que je ne pouvais pas me permettre de réparer. Puis j'ai pensé au manoir d'Élise, avec ses comptoirs en marbre, et ses lustres en cristal, et des pièces plus grandes que toute ma maison. « Où est-elle maintenant ?» ai-je demandé. « Chez sa sœur. Elle est partie juste après la fête. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle ne répond pas à mes appels. » J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr, elle s'était enfuie. Elle savait exactement ce qu'elle avait fait, et elle savait qu'elle avait été prise. La question était de savoir ce qu'elle prévoyait de faire ensuite. Essayer de tout nier,
me blâmer d'une manière ou d'une autre, ou tenter de manipuler Antoine pour qu'il lui pardonne. « Antoine !» dis-je prudemment. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de l'argent. » Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle ne m'a pas seulement volé. Elle a volé 3 ans de ton amour, de ton inquiétude, de ton attention. Tu pensais que tu m'aidais ? Alors tu ne t'es pas soucié de savoir si j'allais bien. Tu n'as pas appelé parce que tu pensais que l'argent suffisait. Elle s'est assurée que je me sente abandonnée par mon propre fils, pendant qu'elle profitait des avantages de ta générosité. » Le visage d'Antoine se décomposa, et pendant un instant, il ressembla exactement au petit garçon qui pleurait dans mes bras après la mort de son père. « Je t'ai abandonné, » murmura-t-il. « Je l'ai laissé me convaincre qu'envoyer de l'argent était la même chose que de se soucier. »« Tu ne savais pas, » dis-je. Mais même en prononçant ces mots, je sentais le poids de toutes ces années de solitude, de toutes ces nuits où je m'étais demandé pourquoi mon fils n'appelait jamais, ne venait jamais, ne semblait jamais se soucier de mes difficultés. « J'aurais dû savoir, » dit Antoine avec férocité. « J'aurais dû venir plus souvent, appeler plus souvent, faire attention. J'aurais dû voir que tu t'épuisais au travail pendant que ma femme vivait dans le luxe. » Nous sommes restés en silence pendant un long moment, tous les deux en train de digérer l'ampleur de la trahison d'Élise. Finalement, Antoine reprit la parole. « Que veux-tu que je fasse, maman ? Je vais la quitter. Je m'assurerai que tu récupères chaque centime avec les intérêts. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça. » J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Sous les vêtements coûteux et l'extérieur réussi, je pouvais voir la culpabilité le ronger, l'horreur authentique de ce que sa femme avait fait. Mais je pouvais aussi voir autre chose. Un homme qui était devenu à l'aise avec l'idée que l'argent pouvait résoudre les problèmes, que le soutien financier équivalait à l'attention émotionnelle. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dis-je finalement, « sur ce que je veux, sur ce qui est juste, sur ce qui va suivre. » Antoine hocha la tête, rassemblant les papiers. « Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Et maman, je vais arranger ça, je te le promets. » Après son départ, je suis restée seule dans mon petit salon, entourée des preuves de la tromperie d'Élise. Mais je ne pensais plus à l'argent, ni même à la trahison. Je pensais au pouvoir et à la façon dont j'avais complètement cédé le mien, sans même m'en rendre compte. Pour la première fois depuis des années, je pensais à ce que je voulais, moi, au lieu de ce que tout le monde attendait de moi. Et ce que je voulais, c'était quelque chose qu'Élise n'avait jamais cru possible. Je voulais gagner. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation d'Antoine sur le faux compte bancaire, et j'avais mené ma propre enquête. À 65 ans, je ne comprenais peut-être pas les ordinateurs comme mon fils, mais je comprenais les gens et je comprenais les dossiers. Des années à gérer les finances d'un ménage avec un budget serré m'avaient appris à prêter attention aux détails que d'autres pourraient se manquer. J'étais assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé, entourée de papiers que j'avais demandés à la banque, quand mon téléphone a sonné. Le numéro d'Antoine s'est affiché sur l'écran, et quelque chose dans l'urgence de la sonnerie m'a dit que ce ne serait pas une conversation agréable. Maman. Sa voix était tendue, épuisée. « Ta, il faut qu'on parle. Je peux passer ? » ?»« Bien sûr, mon chéri. » 20 minutes plus tard, Antoine se tenait à ma porte, l'air plus mal en point que je ne l'avais jamais vu. Son visage était hagard, ses vêtements froissés, et il y avait une qualité de défaite dans sa posture qui me rappelait le jour de la mort de son père. Derrière lui se tenait une femme que je ne reconnaissais pas, d'âge mûr, d'allure professionnelle, portant une mallette. « Maman, voici Patricia Martin. C'est une experte comptable judiciaire. Je l'ai engagée pour creuser plus profondément dans les finances d'Élise. » La voix d'Antoine était plate, sans émotion. Ce qu'elle a trouvé, c'est pire que ce que nous pensions. Patricia m'a serré la main avec une poigne ferme, son expression sympathique, mais professionnelle. « Madame Dubois, pouvons-nous nous asseoir ? Ce que j'ai à vous dire est assez conséquent. » Nous nous sommes installés autour de ma petite table à manger,
et Patricia a ouvert sa mallette, sortant des dossiers épais de documents. « Madame Dubois, quand votre fils m'a contactée pour la première fois, je pensais que nous avions affaire à un simple cas de tromperie financière, une épouse interceptant de l'argent destiné à sa belle-mère. Mais cela va beaucoup plus loin. Elle a étalé des relevés bancaires, des rapports de crédit et ce qui ressemblait à des documents juridiques. Votre belle-fille n'a pas seulement volé l'argent que votre fils vous envoyait, elle a systématiquement manipulé l'ensemble du tableau financier de votre fils, pendant des années. » Antoine se pencha en avant, les mains jointes fermement. « Maman, elle a menti sur tout. La maison, les voitures, le style de vie. Tout a été financé par de l'argent qu'elle prétendait dépenser pour divers besoins familiaux, y compris de l'argent qu'elle disait être pour toi. Je ne comprends pas, dis-je, bien qu'une terreur froide commençait à s'installer dans mon estomac. Patricia a montré une série de transactions sur l'un des relevés. Votre fils a été incroyablement généreux au fil des ans, Madame Dubois. Pas seulement les 4 000 € par mois qui étaient censés vous revenir, mais de l'argent supplémentaire pour ce qu'Élise prétendait être vos urgences médicales. Réparation de maison, problèmes de voiture, crise après crise qui nécessitait une aide financière immédiate. J'ai senti le sang quitter mon visage. Quelles urgences médicales? Quelle réparation de maison? Exactement, dit Patricia d'un air sombre. Au cours des 3 dernières années seulement, Élise a prétendu que vous aviez besoin de 47 000 € pour diverses urgences. Un remplacement de toiture après des dégâts de tempête qui auraient dévasté votre maison. Une opération d'urgence que votre assurance ne couvrait pas. Un accident de voiture qui vous aurait laissé incapable de travailler pendant des mois. La voix d'Antoine était à peine un murmure. Je pensais t'aider à traverser crise après crise. Chaque fois que je commençais à m'inquiéter de te rendre visite, ou à me demander pourquoi tu n'appelais jamais pour me remercier, Élise me disait que tu étais trop fière, trop gênée d'avoir besoin d'aide. Elle m'a dit que tu avais spécifiquement demandé qu'ils ne viennent pas pendant ces moments difficiles. Patricia a continué, lisant ce qui semblait être des emails imprimés. Que vous étiez déprimé par votre situation financière et que vous ne vouliez pas que votre fils vous voie en difficulté. Je fixais les papiers, essayant de digérer l'ampleur de ce que j'entendais. Non seulement Élise avait volé le soutien mensuel qu'Antoine pensait me fournir, mais elle avait inventé des urgences, créé des crises fictives, tout cela pour extorquer encore plus d'argent, tout en s'assurant qu'Antoine reste loin de moi. « Combien ?» ai-je demandé doucement. Patricia a consulté ses notes, y compris les paiements mensuels et les fonds d'urgence. Environ 210 000 € sur 3 ans. Le chiffre flottait dans l'air comme un poids physique. 210 000 €. Plus d'argent que je n'en avais gagné au cours des 6 dernières années combinées. De l'argent qui m'aurait permis de prendre ma retraite, de vivre confortablement, d'arrêter de cumuler 2 emplois à un âge où j'aurais dû profiter de mes années dorées. « Mais il y a plus !» dit Patricia. Et je n'étais pas sûre de pouvoir supporter d'autres révélations. « Madame Dubois, connaissez-vous la propriété familiale de votre défunt mari, la terre que son grand-père lui a laissée ?» Je fronçai les sourcils. « Vous voulez dire la vieille propriété en Bourgogne ? Pierre en a hérité de son grand-père, mais nous n'en avons jamais rien fait. C'était juste une terre sauvage, des arbres et un ruisseau. Après la mort de Pierre, je ne pouvais pas me permettre de payer les impôts fonciers. Alors j'ai supposé qu'elle avait été vendue pour taxes impayées il y a des années. » Antoine et Patricia ont échangé un regard qui me serra l'estomac. « Madame Dubois, » dit Patricia prudemment, « cette propriété n'a jamais été vendue pour taxes. Votre belle-fille paie les impôts dessus depuis 3 ans. Elle a également commandé une étude de terrain et une évaluation environnementale. Pourquoi ferait-elle ça ? Ai-je demandé, bien que quelque chose au fond de moi savait déjà que la réponse ne serait pas bonne. Parce que l'État prévoit une nouvelle expansion autoroutière et que cette propriété est directement sur le tracé. Le gouvernement sera contraint de l'acheter par expropriation et l'estimation de l'indemnisation se situe entre 1,2 et 1,8 million d'euros.
La pièce a commencé à tourner. Je me suis agrippée au bord de la table, essayant de comprendre ce que j'entendais. Vous me dites que cette terre vaut plus d'1 million d'euros? Oui, madame. Et légalement, en tant que veuve de votre défunt mari, vous en êtes la propriétaire légitime. Mais Élise s'est positionnée pour en revendiquer la propriété en vertu du fait qu'elle payait les impôts et entretenait la propriété. Le visage d'Antoine était blanc comme un linge. Elle planifiait ça depuis des années, maman. Pendant tout ce temps où elle te volait, te faisait lutter, me tenait éloignée de toi, elle se positionnait pour voler aussi ton héritage. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais demandé ce qu'il était advenu de cette vieille propriété, toutes les fois où je m'étais sentie coupable de l'avoir laissée partir. Pierre aimait cette terre. Son grand-père l'avait défrichée à la main, y avait construit une petite cabane qui s'était depuis longtemps effondrée. J'avais toujours eu l'intention de la visiter pour voir s'il y avait quelque chose de récupérable, mais je n'avais jamais eu le temps ni l'argent pour un tel voyage. Elle y allait, a poursuivi Patricia, entretenant le chemin d'accès, défrichant, faisant même arpenter les anciennes fondations. Elle a créé une trace écrite qui suggère qu'elle a été la gardienne de la propriété pendant des années. Peut-elle vraiment me la voler? Ai-je demandé. Pas si nous agissons rapidement, a déclaré Patricia. Mais elle a été maligne pour créer une documentation qui pourrait soutenir une demande de prescription acquisitive. Si cela avait continué beaucoup plus longtemps, elle aurait pu avoir un argument juridique pour en revendiquer la propriété. Je me suis rassise dans ma chaise, submergée par l'ampleur de la tromperie d'Élise. Il ne s'agissait pas seulement de voler de l'argent ou de manipuler ma relation avec mon fils. Elle avait systématiquement prévu de voler l'héritage de mon mari, la seule chose de valeur réelle qu'il avait laissée derrière lui. « Il y a encore une chose, » dit Patricia, et sa voix était encore plus prudente maintenant. « Madame Dubois, nous avons trouvé des preuves qu'Élise a fait des recherches sur votre assurance maladie, vos antécédents médicaux, votre espérance de vie. » Antoine a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. « Quel genre de recherche ? » Le genre que l'on fait quand on planifie des problèmes de succession future, a déclaré Patricia délicatement. L'implication m'a frappée comme un vent glacial. Élise ne s'était pas contentée de me voler et de prévoir de voler ma propriété. Elle avait calculé combien de temps il me restait à vivre, planifiant ce qu'elle pourrait réclamer après ma mort. J'ai regardé mon fils, cet homme à succès qui pensait prendre soin de sa mère pendant que sa femme me détruisait systématiquement. Son visage était décomposé par le chagrin et la rage, et quelque chose qui ressemblait à de l'horreur face à sa propre cécité. « Antoine, » dis-je doucement, « j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas ta faute. » Il a commencé à protester, mais j'ai levé la main. « Ta femme est une prédatrice. Elle t'a identifié comme quelqu'un avec de l'argent et un cœur généreux, et elle a exploité cela. Elle m'a identifié comme quelqu'un avec des biens et peu de protection. Et elle a exploité cela aussi. C'était un plan à long terme exécuté avec une patience et une ruse incroyables. Mais j'aurais dû le voir, a déclaré Antoine, la voix brisée. J'aurais dû venir plus souvent, appeler plus souvent, faire attention à ce qui se passait vraiment avec toi. Oui, dis-je simplement, tu aurais dû. Mais cela ne te rend pas responsable de ces crimes. Nous sommes restés en silence un moment, tous en train de digérer l'énormité de ce qu'Élise avait fait. Finalement, Patricia a parlé. « Madame Dubois, que souhaitez-vous faire de ces informations? Nous avons suffisamment de preuves pour engager des poursuites pénales, un recouvrement civil et pour garantir votre droit de propriété sur le terrain, mais ces décisions vous appartiennent. En fin de compte, j'ai regardé les papiers étalés sur ma table, preuve de la trahison la plus complète que j'aurais pu imaginer. Puis j'ai regardé mon fils, qui me regardait avec un espoir désespéré et une culpabilité terrible. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dis-je. « Mais Patricia, je veux que vous fassiez tout le nécessaire pour garantir mon droit de propriété sur ce terrain immédiatement. Aujourd'hui si possible. » Bien sûr. Après leur départ, j'ai traversé ma petite maison, la voyant différemment maintenant.
Ce n'était plus seulement mon humble demeure. C'était la preuve de la façon dont j'avais été victimisée, avec succès. Chaque meuble usé, chaque appareil électroménager démodé, chaque signe de mes années de lutte témoignait de la cruauté d'Élise. Mais j'en avais fini d'être une victime. Pour la première fois depuis des années, j'avais le pouvoir et j'avais l'intention de l'utiliser. 3 jours après les révélations dévastatrices de Patricia, Antoine m'a appelé tôt le matin. Sa voix était tendue d'une émotion à peine contenue. « Maman, Élise est de retour. Elle veut nous rencontrer tous. Elle dit qu'elle peut tout expliquer. » J'étais assise à ma table de cuisine, la même table où j'avais appris l'ampleur de la trahison de ma belle-fille, tenant une tasse de café depuis longtemps refroidie. Devant moi se trouvaient les documents juridiques que Patricia avait fait préparer en urgence, des papiers officiels confirmant ma propriété du terrain de la famille de Pierre, ainsi qu'une estimation préliminaire de sa valeur. 1,5 million d'euros. Où veut-elle nous rencontrer ? Ai-je demandé. À la maison. Notre maison. Elle dit que c'est aussi sa maison, et qu'elle a le droit de discuter de cela en terrain familier. Bien sûr, elle le voulait. Même dans la défaite, Élise voulait l'avantage de son territoire, entourée du luxe qu'elle avait acheté avec de l'argent volé. Mais j'en avais fini de laisser les autres contrôler les termes de ma vie. Non, dis-je fermement. Si elle veut parler, nous nous rencontrons au bureau de Patricia, avec des avocats présents. Ce n'est plus une discussion de famille, Antoine. C'est une affaire juridique. Antoine resta silencieux un moment. Ça ne va pas lui plaire. Je me fiche de ce qui lui plaît. 2 heures plus tard, j'étais assise dans la salle de conférence de Patricia, vêtue de ma plus belle robe, la même robe bleu marine que j'avais portée à la fête de Noël. Mais d'une manière ou d'une autre, elle me semblait différente maintenant, plus comme une armure qu'une excuse. Antoine était assis à côté de moi, son avocat de l'autre côté. De l'autre côté de la table polie se trouvaient Élise et son avocat, un homme à l'allure lisse dans un costume coûteux qui n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Élise avait l'air terrible. Ses cheveux blonds, habituellement parfaits, étaient en désordre. Son maquillage ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux, et ses vêtements de marque semblaient la flotter sur elle, comme des costumes sur le mauvais acteur. Mais quand nos regards se sont croisés à travers la table, j'ai vu que le calcul était toujours là, le sentiment qu'elle cherchait encore un angle d'attaque. « Hélène » commença-t-elle, la voix douce et pleine de remords. « Je sais comment cela doit paraître, mais j'ai besoin que tu comprennes que tout ce que j'ai fait, c'était avec les meilleures intentions. » Patricia se pencha légèrement en avant, son stylo en suspens, au-dessus d'un bloc-notes. « Madame Dubois, je dois vous informer que cette conversation est enregistrée avec le consentement de tous, comme l'indiquent les accords signés. » L'avocat d'Élise hocha la tête sèchement. Élise elle-même sembla hésiter un instant avant de continuer. « J'essayais de protéger Antoine du sentiment de culpabilité, » dit-elle, les yeux fixés sur moi, avec ce qui aurait pu être un plaidoyer sincère. « Tu es si indépendante, si fière. Chaque fois qu'il voulait t'aider, tu refusais. J'ai pensé que si je gérais le soutien financier discrètement, tu pourrais maintenir ta dignité tout en obtenant l'aide dont tu avais besoin. » Je gardais une expression neutre, mais à l'intérieur, je sentais une colère familière monter. Même prise la main dans le sac, elle essayait toujours de manipuler le récit. « Et les impôts fonciers ?» demanda Patricia d'un ton neutre. « Les payez-vous pour protéger la dignité de Madame Dubois également ?» L'assurance d'Élise vacilla légèrement. « Je protégeais un bien familial. Antoine est le beau-fils de Pierre. Et quand Hélène décédera, cette propriété reviendra naturellement. Je ne suis pas le beau-fils d'Antoine, » dit Antoine sèchement. « Pierre m'a adopté légalement quand j'avais 7 ans. Cela fait de moi son fils, pas son beau-fils. Et cette propriété appartient à ma mère, pas à nous. » Élise se tourna vers lui avec ce regard désespéré que je lui avais vu utiliser auparavant, quand elle avait besoin de reprendre le contrôle. « Chérie, tu es bouleversée, et je le comprends. Mais nous devons penser de manière pratique à l'avenir. Ta mère ne rajeunit pas, et cette propriété va nécessiter une gestion importante lorsque l'État commencera le processus d'acquisition.
Une gestion que vous prévoyez de fournir ? Demanda Patricia. Pour des honoraires substantiels, je suppose. L'avocat d'Élise posa une main sur son bras, mais elle l'ignora. J'essayais de m'assurer que l'héritage d'Antoine serait correctement géré. Hélène ne comprend pas les transactions financières complexes. C'est là que quelque chose en moi a cédé, non pas dans la colère, mais dans une certitude parfaite et cristalline. « Élise », dis-je doucement, et ma voix portait une autorité calme qui me surprit même moi. « Je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. » Elle se tourna vers moi, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air vraiment incertaine. « J'ai passé les 3 derniers jours à penser à tout ce que tu as fait. L'argent volé, les fausses urgences, les mensonges que tu as racontés à mon fils pour le tenir éloigné de moi, la façon dont tu as prévu de voler l'héritage de mon mari. » Je fis une pause, laissant les mots s'installer dans la pièce. « Mais surtout, j'ai pensé à ce que tu m'as fait ressentir pendant 3 ans. Comment tu m'as fait croire que mon propre fils ne se souciait pas de moi? Comment tu as transformé son amour et sa générosité en armes contre nous 2. » Le visage d'Élise était pâle, mais elle essayait toujours de maintenir cette sincérité manipulatrice. « Hélène, je n'ai jamais voulu que tu te sentes. Tu voulais exactement ça ?» l'interrompis-je, et ma voix était toujours calme, toujours contrôlée. « Tu voulais que je me sente abandonnée et oubliée. Tu voulais qu'Antoine ait l'impression de faire son devoir sans avoir à vraiment se connecter avec moi. Tu as orchestré notre séparation parce que cela servait tes intérêts. » Je me suis levée, les documents de Patricia entre les mains. « Antoine !» dis-je en me tournant vers mon fils. « Tu as proposé de réparer ça, de me rendre l'argent volé, de quitter Élise et de tout recommencer. » Antoine hocha la tête avec empressement. « Oui, maman, tout ce que tu veux. »« Je ne veux pas de ton argent, » dis-je, et je vis le choc sur son visage. « Je ne veux pas que tu quittes ta femme pour moi. Je ne veux pas que tu bouleverses ta vie pour réparer ce qu'elle a brisé. » L'expression d'Élise se mua en quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Mais je n'avais pas fini. « Je veux quelque chose de complètement différent. Je veux que tu fasses un choix, Antoine. Un vrai choix basé sur qui tu veux être et quel genre de vie tu veux mener. » Je posais les documents de la propriété sur la table devant moi. « Je vais être une femme riche, très bientôt. Cette propriété que ta femme a essayé de me voler vaut plus d'1,5 million d'euros. Je n'ai plus besoin de ton argent, et je n'ai pas besoin de ta culpabilité. » Le visage d'Antoine était un mélange de confusion et d'espoir. « De quoi as-tu besoin, maman ? » « J'ai besoin que tu décides si tu veux une relation avec moi basée sur l'amour et le respect, ou si tu veux continuer à vivre dans un mariage construit sur le mensonge et la manipulation. » Je regardais directement Élise, dont le visage était devenu complètement blanc. « Parce que voici ce qui va se passer. Je vais vendre cette propriété et utiliser l'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie. Je vais quitter mes 2 emplois et déménager dans un endroit magnifique, un endroit où je pourrai enfin me reposer. » J'ai pris mon sac à main et me suis levée pour partir. « Et Élise, je vais m'assurer que tout le monde, tes amis, ta famille, ton cercle social, sache exactement quel genre de personne tu es. Pas par une campagne publique, mais par des conversations prudentes et véridiques avec des gens qui comptent pour toi. » L'avocat d'Élise griffonnait frénétiquement des notes, mais Élise elle-même avait l'air sur le point de s'évanouir. « Mais je ne porterai pas plainte au pénal, » ai-je poursuivi, « et je ne te poursuivrai pas pour l'argent que tu as volé. Sais-tu pourquoi ?» Elle secoua la tête muette. « Parce que la meilleure vengeance n'est pas de te détruire, c'est de réussir sans toi. C'est de bien vivre pendant que tu vis avec la connaissance de ce que tu as fait. » Je me suis retournée vers Antoine une dernière fois. « Mon fils, si tu veux une relation avec moi, elle doit être réelle. Plus de virements d'argent, plus de gestes motivés par la culpabilité. Juste un soin et un respect authentique entre une mère et un fils qui choisissent d'être dans la vie l'un de l'autre. » Antoine se leva, les yeux brillants de larmes. « Je veux ça plus que tout, maman. Alors tu sais ce que tu dois faire. »
je suis sortie de cette salle de conférence en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Derrière moi, j'entendais la voix d'Élise, aiguë et désespérée, essayant de convaincre Antoine que j'étais déraisonnable, qu'elle pouvait changer, que leur mariage valait la peine d'être sauvé. Mais je ne me suis pas retournée pour voir ce qu'il choisirait. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je marchais vers mon propre avenir, au lieu d'essayer de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Et c'était comme la liberté. 18 mois plus tard, j'étais assise sur la véranda de ma nouvelle maison près d'Annecy, regardant la brume matinale se lever sur les Alpes. La maison n'était pas énorme. J'avais appris que le bonheur ne vient pas de la superficie, mais elle était à moi, payée en totalité avec l'argent de la propriété familiale de Pierre. Chaque matin, je m'asseyais à cet endroit même avec mon café, m'émerveillant de la paix qui vient d'une vie vécue selon ses propres termes. L'État avait acheté la propriété pour 1,7 million d'euros, encore plus que l'estimation initiale de Patricia. Après impôts et frais juridiques, j'avais net assez pour acheter cette maison, mettre en place un fonds de retraite confortable, et il me restait encore de l'argent pour le genre de vie que je n'avais jamais imaginé possible. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi. Un SMS d'Antoine. Nous avions développé une routine au cours de l'année écoulée, communiquant régulièrement mais naturellement, sans la culpabilité forcée ou l'obligation qui avait caractérisé notre relation pendant si longtemps. « Bonjour maman. J'espère que tu profites du beau temps. Sarah et moi descendons ce week-end si tu es libre pour dîner. » Sarah, la nouvelle compagne d'Antoine, une femme aimable qui travaillait comme infirmière et me traitait comme une personne plutôt que comme une obligation. Elle ne ressemblait en rien à Élise. Chaleureuse là où Élise avait été froide, authentique là où Élise avait été calculatrice. La première fois qu'Antoine l'avait amenée en visite, je l'avais observée attentivement, cherchant des signes du même charme manipulateur qui avait trompé mon fils auparavant. Au lieu de cela, j'avais trouvé une femme qui écoutait quand je parlais, qui posait des questions sur ma vie avec un intérêt sincère, qui aidait à faire la vaisselle. Non pas parce qu'elle jouait le rôle de la bonne belle-fille, mais parce que c'était sa nature. J'ai répondu par SMS. J'adorerais ça. Je vais faire mon fameux bœuf bourguignon. Il avait fallu 6 mois à Antoine pour quitter Élise après cette réunion au bureau de Patricia. 6 mois à essayer de sauver quelque chose d'un mariage construit sur des mensonges, de séances de thérapie de couple, où Élise alternait entre des excuses larmoyantes et des accusations colériques. J'étais restée complètement à l'écart, me concentrant sur ma propre vie pour la première fois depuis des décennies. Quand Antoine a finalement appelé pour me dire qu'il avait demandé le divorce, sa voix était épuisée, mais soulagée. Elle s'est battue sur tout, maman. La maison, les voitures. Elle a même essayé de prétendre qu'elle méritait une partie de ton indemnisation foncière, parce qu'elle avait géré les finances de la famille pendant des années. Élise n'a rien obtenu dans le divorce, sauf ce que la loi exigeait. La moitié des biens qui appartenaient réellement à Antoine, rien de l'argent qu'elle m'avait volé, et certainement rien de mon indemnisation. Son avocat avait tenté de faire valoir qu'elle méritait une compensation pour la gestion de soins qu'elle avait fournie. Mais Patricia avait démantelé cet argument avec une efficacité glaciale. Aux dernières nouvelles, Élise vivait dans un petit appartement en ville, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Pas la chute dramatique que certains auraient pu souhaiter, mais une réduction silencieuse au genre de vie ordinaire qu'elle avait toujours méprisé. Antoine mentionnait parfois l'avoir vue en ville, l'air plus âgé et plus dur. Mais ils ne se parlaient jamais. J'avais tenu ma promesse de ne pas porter plainte au pénal, mais j'avais aussi tenu ma promesse de m'assurer que les gens sachent qui elle était vraiment. Pas par une confrontation dramatique ou une exposition publique, mais par le genre de conversation prudente et véridique qui compte dans une petite communauté. Quand ses amis demandaient pourquoi Antoine l'avait quittée, je leur disais simplement la vérité. Quand on me le demandait, quand les gens se demandaient pourquoi elle avait déménagé du manoir, j'expliquais l'histoire de l'argent volé et des documents falsifiés. La vérité, il s'est avéré, était plus puissante que toute vengeance que j'aurais pu planifier. Ma voisine, Madame Perrin,
est sortie de sa propre maison à côté, me faisant un signe de la main en se dirigeant vers son jardin. Elle avait 82 ans, veuve comme moi, et au cours de l'année écoulée, elle était devenue le genre d'amie que je n'avais jamais eu le temps d'avoir quand je cumulais 2 emplois et m'inquiétais de l'argent. Nous partagions des recettes, regardions de vieux films ensemble, et parfois nous nous asseyions simplement sur nos vérandas respectives dans un silence confortable. « Bonjour Hélène !» a-t-elle lancé. Le café est particulièrement bon aujourd'hui, n'est-ce pas? Un temps parfait pour ça !» ai-je répondu, et je me suis de nouveau émerveillée de voir à quel point de tels plaisirs simples étaient devenus précieux pour moi. J'avais quitté mes 2 emplois le jour où la vente de la propriété a été finalisée. Sortir de ce supermarché pour la dernière fois, raccrocher ma blouse de caissière, c'était comme muer d'une peau que j'avais dépassée depuis des années. Le travail de nettoyage avait été encore plus facile à quitter. J'avais simplement appelé l'entreprise et leur avais dit que je prenais ma retraite. La retraite. À 66 ans, je faisais enfin ce que la plupart des gens font dans la soixantaine. Profiter des fruits d'une vie de travail, consacrer du temps à des passe-temps et à des relations plutôt qu'à la survie. Je m'étais mise à la peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Mon petit atelier était installé dans ce qui était censé être une salle à manger formelle, le chevalet positionné pour capter la lumière des montagnes. Je n'étais pas particulièrement douée, mais ce n'était pas le but. Le but était d'avoir le temps d'être mauvaise à quelque chose de nouveau, le temps de s'améliorer lentement, le temps de créer quelque chose, juste pour la joie de la création. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées matinales paisibles. Le nom de Patricia est apparu sur l'écran. « Bonjour Patricia. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas pour des problèmes juridiques. » Son rire était chaleureux. « Rien de tout ça, Hélène. J'appelle avec de bonnes nouvelles. Vous vous souvenez de ce recours collectif contre la société de gestion financière qu'Élise a utilisée pour cacher votre argent? Bien sûr. Ils ont accepté un règlement. Le montant n'est pas énorme. Environ 12 000 € pour vous. Mais c'est quelque chose. Plus important encore, l'entreprise a accepté de mettre en place de nouvelles garanties pour empêcher ce type de fraude à l'avenir. 12 000 € ne changeraient pas ma vie. Mais savoir que d'autres familles pourraient être protégées de ce que j'avais vécu ressemblait à une victoire d'un autre genre. « C'est une excellente nouvelle !» dis-je. « Il y a autre chose » a poursuivi Patricia. « J'ai été contactée par une organisation d'aide juridique. Ils voient de plus en plus de cas comme le vôtre. Les conjoints d'enfants adultes qui manipulent les finances familiales, isolent les parents âgés, ce genre de choses. Ils aimeraient vous parler pour partager votre histoire. Peut-être aider à développer des ressources pour d'autres familles. » J'ai réfléchi à cela attentivement. 1 an auparavant, l'idée de rendre ma douleur privée publique m'aurait terrifiée. Mais maintenant, avec la sécurité de l'indépendance financière et la clarté qui vient d'avoir survécu à la trahison, cela ressemblait à une opportunité de transformer mon expérience en quelque chose d'utile. « Je serais intéressée à en savoir plus », dis-je. Après que Patricia ait raccroché, je suis restée sur ma véranda, pensant à l'étrange voyage qui m'avait amenée à cet endroit. La trahison qui m'avait dévastée m'avait aussi finalement libérée. Le fils que je pensais avoir perdu avait retrouvé le chemin vers moi, non par la culpabilité ou l'obligation, mais par un choix authentique. L'argent que je n'avais jamais su que j'avais m'avait donné non seulement la sécurité financière, mais le pouvoir de façonner ma propre vie. La voiture d'Antoine est arrivée dans mon allée juste au moment où je finissais ma 2e tasse de café. Il est sorti seul. Sarah devait être restée pour gérer des obligations professionnelles. Il s'est approché de moi avec l'allure aisée d'un homme qui s'était débarrassé d'un fardeau important. « Bonjour, maman », dit-il en s'installant dans le fauteuil à côté du mien. Sarah s'excuse. Elle a été appelée pour une urgence à l'hôpital, mais elle promet de se rattraper le week-end prochain. « Elle n'a rien à se rattraper », dis-je. J'aime qu'elle prenne son travail au sérieux. Nous sommes restés assis en silence confortable pendant quelques minutes, tous les deux regardant les montagnes. Finalement, Antoine a parlé.
J'ai pensé à papa dernièrement, à ce qu'il aurait pensé de tout ça. J'ai souri. Il aurait été fier de la façon dont tu as géré ça, une fois que tu as compris ce qui se passait. Et il aurait adoré savoir que la terre de son grand-père a finalement subvenu aux besoins de sa famille, comme le vieil homme l'avait toujours espéré. Penses-tu qu'il aurait vu clair dans le jeu d'Élise plutôt que moi? C'était une question qu'Antoine avait posée sous diverses formes, au cours de l'année écoulée, et je comprenais la culpabilité qui la motivait. Mais j'avais aussi appris quelque chose sur le pardon. Pas celui que l'on donne aux autres, mais celui que l'on s'accorde à soi-même. Ton père était un homme bon, mais il n'était pas magicien, mon chéri. Des gens intelligents se font avoir par des manipulateurs tous les jours. L'important, c'est que tu l'aies compris finalement, et que tu aies fait le bon choix. Antoine hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il portait encore une partie de ce poids. Antoine, dis-je, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé avec Élise n'était pas de ta faute, mais plus important encore, ce n'était pas une perte de temps. Ces 3 années de séparation, d'incompréhension, elles nous ont appris à tous les deux quelque chose de précieux. Il se tourna pour me regarder. Elles nous ont appris que notre relation ne peut pas être basée sur le devoir, la culpabilité ou l'obligation. Elle doit être basée sur le choix. Chaque conversation que nous avons maintenant, chaque visite, chaque SMS, c'est parce que nous voulons être dans la vie l'un de l'autre, pas parce que nous sentons que nous le devons. Les yeux d'Antoine brillaient de larmes. Je veux être dans ta vie, maman. Pas parce que je me sens coupable du passé, mais parce que j'apprécie vraiment la personne que tu es. J'aime m'asseoir ici et parler avec toi. J'aime entendre parler de tes cours de peinture et de tes amies voisines. J'aime que tu vives enfin la vie que tu mérites. Et j'aime l'homme que tu es devenu, dis-je. Pas l'homme d'affaires à succès, bien que j'en sois fière aussi. J'aime la personne qui a été assez courageuse pour quitter un mariage qui tuait son âme. J'aime la personne qui a choisi l'honnêteté plutôt que le confort. Nous sommes restés assis tranquillement un moment de plus, et j'ai pensé à l'étrange mathématique de la perte et du gain. J'avais perdu 3 ans de la présence de mon fils, une somme d'argent importante, et l'illusion que la loyauté familiale était automatique. Mais j'avais gagné l'indépendance financière, une paix authentique, et une relation avec Antoine qui était plus profonde et plus honnête que tout ce que nous avions eu auparavant. Alors que le soleil du matin montait plus haut sur les montagnes, j'ai ressenti le genre de contentement que je n'avais jamais connu auparavant. Pas la gratitude désespérée de quelqu'un à qui on a fait une faveur inattendue, mais la satisfaction solide de quelqu'un qui s'est battu pour ce qu'il méritait et qui a gagné. J'avais 67 ans, financièrement stable, entouré de gens qui choisissaient de m'aimer plutôt que de gens qui se sentaient obligés de me tolérer. J'avais le temps de mal peindre, le temps de boire mon café lentement, le temps de regarder les saisons changer depuis ma propre véranda. Il m'avait fallu près de 7 décennies pour apprendre que la meilleure vengeance contre ceux qui essaient de vous diminuer n'est pas la destruction ou la punition. C'est de vivre si bien que leur trahison devient sans importance. Et pour la première fois de ma vie, je faisais exactement ça. Maintenant, je suis curieuse de vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et pendant ce temps, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.